Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. La crise qui secoue la fonction publique au menu de cette rencontre hebdomadaire présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Un focus ce soir sur les escort players. Ce sont ces jeunes enfants que vous voyez en compagnie des joueurs lors de l'entrée de ces derniers sur le terrain de football. D'où viennent-ils? Comment sont-ils sélectionnés? Des réponses dans ce journal. 30 ans qu'il était au pouvoir en Égypte, il aura fallu moins de 3 semaines de contestation pour voir Hosni Moubarak quitter le pouvoir. Tout commence le 25 janvier de l'année 2011. Votre éphéméride à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Il y a eu conseil des ministres aujourd'hui, la grève qui secoue la fonction publique au cœur de la réunion. Le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève. Les absences au poste de travail sont illégales, tient à préciser le gouvernement qui prévient que si le travail n'est pas repris à l'issue des discussions, toutes les parties devront faire face au texte de loi qui régissent le pays. Pour rappel, depuis plus de 2 semaines, à l'appel de 2 syndicats, le travail dans les établissements scolaires, les centres hospitaliers et l'administration publique connaît des perturbations. Les fonctionnaires réclament le paiement des stocks d'arriérés. Et depuis samedi dernier, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires ont appelé à la suspension de la grève. Justement, concernant la grogne au niveau de la fonction publique, les négociations au gouvernement, responsables syndicaux se sont poursuivies cet après-midi. Les lignes ont bougé. L'ambiance, cette fois-ci, était plus détendue. Le compte-rendu de Grâce Adrienne Kando. Atmosphère conviviale et détendue entre gouvernement et syndicats ce mercredi au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette 5e rencontre de négociations entre les deux parties a enregistré à l'ordre du jour plusieurs points, entre autres le mode de calcul de la pension, la révalorisation indiciaire et le stock des arriérés. À cet effet, il a été décidé de la mise en place d'un comité technique. Nous avons demandé au gouvernement d'agir sur le taux d'annuité, sur le mode de calcul, sur la majoration, sur la question des 150 points d'indice. Le gouvernement et nous nous sommes entendus pour que nous commencions une séance de travail maintenant pour nous entendre sur le chiffre. Le gouvernement parle de 21 milliards, certains de nos camarades parlent de 17 milliards. Donc il nous faut mettre d'accord. Monsieur le Président de la République nous a indiqué que pour tout ce qui concerne l'intérêt des travailleurs, il est disposé à faire ce qui est possible. Nos appréciations sont différentes. Les chiffres ne concordent pas. Par exemple, au niveau de la révalorisation indiciaire, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Donc ce qui a été donc retenu, c'est que les deux parties se retrouvent tout à l'heure, les gens du ministère du Budget, des Finances et de la fonction publique, plus les syndicalistes, pour rapprocher donc les différents chiffres et revenir et parvenir donc à un chiffre consensuel. Voilà, je pense que si ça c'est fait, nous les porterons donc à la connaissance donc, de Monsieur le Premier ministre pour appréciation et décision. Gouvernement et syndicats se retrouvent demain jeudi pour poursuivre les discussions. Et ça ne va pas non plus dans le secteur des entreprises de souscription de l'agrobusiness. Plantations quasi inexistantes et difficultés de paiement ont entraîné le gel des comptes des entreprises. Ce matin, les souscripteurs ont manifesté en vue de réclamer le dégel des avoirs des dites structures. Issaïo Tchonan nous en dit un peu plus. Les souscripteurs de l'agrobusiness sont inquiets. La raison, le gel des avoirs des maisons de souscription par l'État. Une mesure prise au mois de décembre pour mieux comprendre le fonctionnement de ce business. 24 heures après la sortie du procureur de la République appelant les populations au calme, en attendant la conclusion des enquêtes dans cette affaire, ce mercredi, des souscripteurs ont manifesté au plateau. Il y a des entreprises qui existent. Certes, vu le nombre de souscripteurs, cela ne correspond pas, c'est insignifiant pour le nombre de personnes qui sont là. Et qu'il y a des personnes aussi, donc, qui se font appeler agrobusiness, qui n'ont aucune plantation. Donc, on est dans une situation incertaine. Si monsieur le procureur nous dit qu'il y a certains qui existent, ça veut dire que s'ils existent, il faut les permettre d'aller entretenir, puisque s'il s'agit de l'argent. Donc, il faut les permettre de, non, vraiment entretenir. Donc, si certains existent, nous, on lui demande plus simple de publier la liste de ceux qui ont au moins 1000 hectares de plantation, pour qu'eux, au moins, on puisse les permettre d'aller entretenir, en attendant que l'État finisse ses enquêtes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on finisse les enquêtes, et en fin de compte, on va aller trouver que tout est mort. Ces souscripteurs de l'agrobusiness disent ne pas s'opposer à la volonté de l'État
de mettre de l'ordre dans le secteur. Toutefois, ils souhaitent le dégel de compte des maisons de souscription afin d'être remboursés. Je vous dis que les structures n'ont pas été visitées, surtout les champs. Ça, je le dis. Mais s'ils veulent, c'est aussi simple que ça. Ah, les souscripteurs, les gens veulent vous gruger. C'est de l'arnaque. Donc, joignez-nous à nous, on va voir ce qui est vrai. Là, c'est notre combat. On prend les huissiers, on regarde, on finit pour toutes les structures. Deuxièmement, ils dégagent les comptes. Et ils permettent, parce que c'est eux les autorités du pays, ils peuvent dégeler un compte en même temps de nommer des administrateurs pour gérer les comptes. Pour ne pas que les gens sortent du pays. Ou bien c'est pas faisable ça. C'est faisable. Donc ils le font. Les structures vont commencer à nous payer. Maintenant, il y a une structure X maintenant qui n'avait pas à payer. Voilà, monsieur le procureur, on est venu vous voir maintenant parce qu'il y a telle structure qui n'avait pas à nous payer, on porte plainte. En ce moment, l'affaire devient pénale. Sinon, nous sommes dans une affaire civile. Ce sont au total 27 maisons de souscription qui sont concernées par cette affaire. Et pour être plus complet sur le sujet, notons que le gouvernement a ordonné une accélération des procédures afin que les souscripteurs des sociétés d'agrobusiness soient remboursés au plus vite. On va s'intéresser à deux jeunes gens. Ils habitent le sous-quartier Valentin à Angré-Sodessy. Pour échapper au chômage, ils ont décidé de travailler sur des sites de pré-collecte d'ordures. 7 ans que Mohamed et Samy essaient de gagner ainsi leur pain quotidien. Pargas reconnaît. Mohamed et son ami Samy vivent dans cette baraque située en plein cœur du quartier Valentin d'Angré Château Extension dans la commune de Cocody. Une baraque qu'ils ont bâtie de leurs propres mains. Elle est située au milieu de ces bacs à ordures. Normal selon eux. Ils doivent régulièrement assainir ces sites de précollecte d'ordures ménagères en mettant dans ces bacs à poubelle les ordures déversées par les riverains. Au chômage, ils se disent fiers d'avoir choisi ce métier. Le travail est gâté au garage en haut. On travaille là-bas. Donc vraiment, comme le travail est gâté là-bas, si c'est ça là, il a aimé pour travailler, pour m'aider un peu, pour voir comment, si je veux me retrouver dans ça. J'ai choisi ce métier pour ne pas voler. En tout cas, je suis dans ça, même moi, ça ne m'arrête pas, mais je fais mes petits besoins et ça quand même. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles respectives. C'est ce petit argent qu'on gagne là. On met aussi à la maison. Maintenant, le peu qui reste à côté, on peut prendre ça pour payer les petits médicaments. On se retrouve. La précollecte d'ordures ménagères, un métier qui n'est pas sans risque pour Mohamed et son ami. On n'a pas de gants, les cache-nez. On a les difficultés pour se soigner parce que l'argent est suffisant. Malgré les difficultés, ils exhortent les jeunes au chômage ou en quête d'emploi à éviter la facilité. Ce que je peux dire à les enfants, à les jeunes, mes catégories, ils vont se lever pour travailler un peu, même si c'est pour aller au marché, pour aller prendre les brouillettes, pour lui, pour travailler. Ils peuvent venir ici, mais on peut se défendre ensemble. Tout ça, c'est bon aussi, quoi. Qu'ils hésitent à t'asseoir à la maison pour aller braquer, ils voulaient. Quelle que soit la difficulté, comment tu te lèves pour te donner aussi là. Dieu même va récompenser. Même si tu gagnes 500, 100 francs, rentrer par jour, c'est mieux. Mohamed et son ami se sont tournés vers cette activité de précollecte d'ordures après la destruction de leur magasin à la ferraille d'Adjamé où ils exerçaient le métier de mécanicien auto. Et toujours dans le domaine de la salubrité, précollecte bien difficile à Bangalore, ancien paradis pour retraités. La localité surnommée la Silicon Valley indienne croule sous le poids des ordures. La ville est victime de son développement urbain effréné. Regardez. Celle qu'on surnommait la cité des jardins, aujourd'hui jonchée de parterres d'ordures. Bangalore attirait surtout les retraités en quête d'air pur, avant de devenir la Silicon Valley indienne. Mais victime de son développement urbain effréné, les poubelles se sont empilées. Comme ici, à 2 pas d'une usine de traitement de déchets autrefois fermée, qui a dû rouvrir en 2013 et peine à contenir l'afflux. Cette puanteur, c'est indescriptible. Elle peut arriver n'importe quand. Ça pue tellement que ça peut vous réveiller en pleine nuit. Vous fermez les portes, mais impossible d'y échapper. J'ai une rhinite allergique, qui est l'une des nombreuses maladies respiratoires que l'on développe lorsqu'on est exposé à des niveaux élevés de pollution. Les directions de l'usine assurent que ces tuyaux filtrant les odeurs seront bientôt mis en marche. Mais le problème est bien plus vaste. En 20 ans, la population de Bangalore est passée de 3 à 8 millions et génère désormais 3500 tonnes d'ordures par jour. Et faute de lieux appropriés, une partie de la population se débarrasse de ces ordures en les abandonnant simplement dans la rue.
Un délit contre lequel la municipalité entend lutter grâce à une centaine de caméras de surveillance. Nous remonterons la piste de ces personnes, nous demanderons aux gens s'ils les connaissent. Ensuite, nous les informerons que si ça se produit à nouveau, nous déposerons une plainte et leur ferons payer une amende. Autre initiative, équiper les bennes de ramassage de puces GPS pour vérifier en temps réel qu'elles effectuent bien leur tournée. Mais pour les groupes citoyens, les autorités n'en font pas assez. Cela a plus à voir avec leur façon d'agir face à la situation. Pour nous, elles passent plus leur temps à éteindre des feux qu'à s'attaquer au problème dans sa globalité. Si les caméras de surveillance ne fonctionnent pas, la mairie de Bangalore envisage une méthode plus pragmatique, mobiliser d'anciens militaires pour faire la chasse aux pollueurs sauvages. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon. Ce soir, 2 matchs se sont joués à Port-Gentil. L'Égypte a battu le Ghana 1-0. Les 2 équipes se qualifient tout de même. Pendant ce temps, à Oyem, le Mali était aux prises avec l'Ouganda. 1 but partout, le Mali est éliminé. Et ils étaient certainement présents au cours de ces matchs, les escort players, appelés aussi mascottes du match. Ces jeunes enfants qui ont entre 6 et 18 ans accompagnent les joueurs lors de l'entrée de ces derniers sur le terrain de football. On les aperçoit surtout pendant les matchs importants. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils sélectionnés? La réponse dans ce reportage signé Juliette Ouya. Je remarque souvent des enfants qui accompagnent des jeunes sur le terrain. Et selon vous, quel est le rôle de ces enfants-là? Bon, là, vraiment, je sais pas. Il n'y a aucune idée sur le rôle de ces enfants. Je pense que les enfants là veulent copier au fait de leurs grands frères parce qu'ils se disent que ce sont leurs idoles. Bon, leurs grands frères ont réussi, ils sont des stars. Donc, étant auprès d'eux, ils sont aussi vus, ils sont aussi connus. Ces jeunes enfants que l'on peut voir accompagner les footballeurs sur le terrain sont appelés les escort players. Ils ont entre 4 et 13 ans, filles et garçons. Ils portent une tenue officielle, ne sont pas rémunérés et sont différents des ramasseurs de balles. Marcher main dans la main avec l'une de leurs idoles lors de la Coupe d'Afrique des Nations, du Championnat d'Europe des Nations, de la Copa América ou de la Coupe du Monde, c'est le rêve de tout enfant. Ce n'est pas parce que les enfants portent chance qu'ils viennent sur le terrain avec les joueurs en les accompagnant lorsqu'ils rentrent sur la pelouse. C'est d'abord dans l'esprit du fair play. L'esprit du fair play et puis l'esprit d'éducation. Parce que le football, c'est d'abord, c'est vrai, il y a le côté marketing, il y a le côté business, mais il y a aussi le côté social. C'est un sport qui est assez populaire, donc c'est rapprocher un peu ce sport-là de la masse. Donc c'est pour cette raison d'abord, il y a les enfants qui viennent et puis il y a l'esprit de fair play surtout, auquel la FIFA tient, qui fait que bon, on amène les enfants. Parce que les enfants, c'est d'abord l'innocence. Quand vous voyez ces équipes qui rentrent sur le terrain, vous voyez que l'équipe A est habillée dans ses couleurs propres, mais les jeunes qui les accompagnent sont habillés dans les couleurs de l'équipe adverse. Mais comment devient-on escort player? Ces enfants sont-ils tous issus d'un centre de formation? Les choix sont divergents selon les compétitions. Souvent, ça peut être des gosses qui sont pris dans les catégories de jeunes du club qui reçoit. Ça peut être des pupilles ou des poussins, c'est-à-dire des gosses de 5 à 10, 11 ans. Qu'on recrute au niveau des centres de formation, comme par exemple un orphelinat, on peut prendre pour les intéresser pour le football. Donc il y a ce côté social-là. En Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football a également recours aux escort players. Ça dépend de quelle importance la fédération veut donner à la rencontre qui va se dérouler. Après avoir salué le public avec les joueurs et écouté les hymnes nationaux, les escort players assistent également au match. Un beau souvenir pour ces jeunes fanatiques du ballon rond qui ne sont pas forcément voués à faire une carrière dans le football. Focus sur les escort players, un sujet de Juliette Ouya. 30 ans qu'il était au pouvoir en Égypte, il aura fallu moins de 3 semaines de contestation pour voir Hosni Moubarak quitter le pouvoir. Hosni Moubarak, c'est la première fois en Égypte qu'un président en exercice est ainsi éjecté et humilié. Tout commence le 25 janvier de l'année 2011, inspiré par l'exemple tunisien. Des milliers de jeunes manifestants place Tahrir sont regroupés pour réclamer des réformes. C'est votre éphéméride avec Franck Coyou.
Il y a 5 ans, un 25 janvier, les Égyptiens sortaient place Tahrir pour protester contre les inégalités sociales. Le mouvement va se propager et entraîner la destitution du chef de l'État. Et pour la première fois, les Égyptiens seront partie prenante dans l'équation du pouvoir. Le problème égyptien, diront les observateurs de la scène politique, était la symbolique du pharaon, le chef de l'État indétrônable. Sous Moubarak, en effet, le peuple était éloigné du champ politique, ce qui se traduisait par exemple par une forte abstention lors des échéances électorales. Le caractère sacré du dirigeant est tombé aujourd'hui. Le 25 janvier marque aussi le retour des Égyptiens sur la scène politique. L'impact du 25 janvier, c'est la répercussion de d'autres révolutions telles celle menée sous Sadat ou encore sous Moubarak. Mais le 25 janvier aura aussi ouvert l'appétit des islamistes pour l'accès au pouvoir avant de perdre en 2 ans leur popularité. Selon les observateurs, les frères musulmans ont pensé diriger le pays à la Moubarak. Mais ils n'avaient pas assimilé l'expérience acquise du 25 janvier. Une date qui aura marqué un changement, mais sans poursuite de changement en Égypte. Fin de cette édition, elle était supervisée par Thomas Guissambi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.